Est à Monsieur Loïc Hervé pour l'Union centriste pour une durée de 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, il est des questions qu'on ne peut aborder sans un profond découragement et sans une amère tristesse. Ainsi commençait Benjamin Constant dans son discours à la Chambre des députés le 7 mars 1820. Découragement, oui, tristesse aussi, et surprise, assurément. Car à l'évidence, personne n'imaginait le 23 octobre dernier, lors de l'examen de cette proposition de loi en première lecture, ici au Sénat, ce qu'il pourrait advenir de ce texte. Pour notre groupe, en tout cas, c'était totalement inattendu. À l'époque, nous avions appréhendé ce texte comme une PPL d'appel. La crise des Gilets jaunes, qui est intervenue ultérieurement, a conduit le gouvernement à se saisir de ce texte d'origine sénatoriale, ce qu'il n'aurait sûrement pas fait en d'autres circonstances. Dès lors, je considère, comme une partie des membres de mon groupe, que ce texte a changé de nature. Il a basculé dans la catégorie des lois dites de circonstance, réaction politique à une crise qui a envahi le débat public depuis plusieurs mois maintenant. Et nous devons être précautionneux, nous sénateurs, plus que les autres, face aux diktats de l'actualité ou face à une quelconque pression. Les circonstances politiques du vote aujourd'hui sont d'ailleurs différentes de celles du dépôt du texte. C'est pour moi une évidence. Le débat à l'Assemblée nationale a été enflammé. Il a pu donner lieu à certains excès, tant chez les opposants que chez les partisans de ce texte. Il a, par certains aspects, permis de mettre en lumière des questions qui restent posées devant nous. Une chose est sûre, le texte qui revient du Palais Bourbon n'est plus le même que celui adopté par le Sénat en octobre dernier. Je veux l'affirmer avec force et clarté, notamment à l'égard de notre collègue, auteur de la proposition de loi, le président Bruno Retailleau. Politiquement, il n'a plus la même portée, comme je viens de l'expliquer, et juridiquement, il a connu de profondes évolutions. L'ensemble de ces transformations a été évoqué par notre rapporteure, Catherine Troendlé. Je ne veux pas toutes les reprendre. Quelques mots cependant sur les plus importantes. L'article 4 prévoit la création d'un délit de dissimulation du visage aux abords immédiats d'une manifestation. Cette pratique est réprimée depuis 2009, mais par une simple contravention. En basculant du domaine contraventionnel au domaine délictuel, le texte a une conséquence pratique immédiate. Il rend possible l'interpellation et le placement en garde à vue des auteurs de l'infraction, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. L'intérêt est donc évident. Les modifications introduites par l'Assemblée apparaissent pertinentes, puisque nos collègues députés ont précisé l'élément intentionnel de cette infraction, afin de se conformer au principe de légalité des délits et des peines. De même, la modification introduite à l'article 3 nous semble pertinente, puisqu'elle évite la création d'un nouveau fichier ad hoc, en prévoyant une insertion dans le fichier existant du FPR, fichier des personnes recherchées. Voilà, mes chers collègues, pour les points positifs. Mais il reste l'article 2 et son interdiction administrative de manifester. Nous étions déjà réservés sur ce point en première lecture, mais les modifications introduites par la majorité à l'Assemblée nationale, soutenues par le gouvernement, nous inquiètent. Elles nous inquiètent au regard de l'idée que nous faisons des libertés publiques dans notre pays. Elles nous inquiètent aussi par les imprécisions de rédaction qu'elles introduisent dans cet article 2. Je ne vous redonnerai pas ici lecture, comme j'ai pu le faire en commission, du premier alinéa de cet article, mais je vous invite tous à le lire, mes chers collègues. Sa rédaction manque de clarté et c'est un euphémisme. Mais surtout, il prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire à une personne de manifester, certaines interdictions pouvant aller jusqu'à 1 mois sur tout le territoire national. La question la plus sensible de savoir sur la base de quoi les préfets vont-ils pouvoir justifier une telle interdiction ?
En raison d'une condamnation pénale? Pour des atteintes aux biens aux personnes? Mais non. Ils pourront interdire à une personne de manifester pendant 1 mois pour, je cite, « des agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ». Pouvait-on trouver une formule plus vague ou plus difficile à définir? Et surtout, les agissements en question auront-ils été soumis à l'appréciation d'un magistrat judiciaire? Évidemment non. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre de l'Intérieur, je suis profondément hostile, comme certains collègues de mon groupe, à cette disposition telle qu'elle a été rédigée et votée par l'Assemblée nationale. Le texte adopté par le Sénat était profondément différent, puisqu'il faisait, lui, référence à une condamnation pénale préalable. La qualité du travail de notre rapporteure, Catherine Troendlé, que je tiens à saluer, a malgré tout permis de convaincre une majorité de membres de mon groupe. Ils sont parvenus à surmonter les craintes suscitées par cet article 2, étant convaincus que l'urgence de la situation impose au Sénat d'adopter définitivement ce texte aujourd'hui. Mais ce n'est pas mon cas. Comme plusieurs de mes collègues, je ne peux pas voter cette proposition de loi en l'état. Notre rapporteur exprimait en première lecture sa volonté d'assurer pour l'ensemble du texte une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. Pour moi, je regrette que cet équilibre ne soit plus malheureusement atteint par cette proposition de loi aujourd'hui, dans la rédaction qui nous est proposée. Je vous remercie. Merci.